Bienvenue tout le monde, bienvenue a priori sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis votre animateur Anthony Bédard-Robichaud et je suis accompagné de Lorena qui va nous parler de l'immigration et de la montée de la droite en Europe. Donc, salut Lorena, comment ça va aujourd'hui? Salut, ça va bien toi? Ah ben oui, ça va bien. Je suis content d'être avec toi pour parler de ce sujet-là. Puis quand même intéresser beaucoup les billets à presse, parce qu'on en parle beaucoup justement dans la politique, l'immigration. C'est quand même un sujet assez chaud, là, qu'on parle assez souvent. Donc, je pense que les billets à presse vont être assez au courant de ça. Donc, je me dis que c'est assez intéressant pour ça. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, puis pourquoi tu t'intéresses autant à ce sujet-là? C'est quoi ton lien avec l'immigration et l'Europe? Oui, donc c'est ça. Moi, je suis une étudiante de première année au bac intégrée en affaires publiques et relations internationales. Mais je dirais que vraiment mon intérêt pour la question migratoire, tout ce qui est relié aux défis qui entourent cette question, ça s'est développé au cégep. J'étais dans un programme qui axait vraiment les études sur tout ce qui a rapport à la gouvernance, les enjeux de gouvernance, la mondialisation. Donc, c'est vraiment là que mon intérêt s'est développé à la base. Mais je dirais que cet intérêt-là, c'est vraiment comme approfondi. Au cours d'un stage qu'on a fait pendant la semaine de lecture, on est allé au cégep tous ensemble à Bruxelles, la capitale européenne. On a eu la chance de visiter la Commission européenne, le Parlement européen, l'OTAN. On a eu des conférences de plusieurs ONG, dont Médecins sans frontières, qui nous parlaient vraiment de leur mission de sauvetage en mer. Ils nous racontaient un peu c'était quoi leur tâche, leur rôle, c'était quoi comme acteur politique dans cette situation-là, qu'ils devaient faire. Puis, ça m'a permis de voir la question migratoire vraiment sous un angle très différent. Ça m'a permis de voir les positions des instances plus gouvernementales comme l'Union européenne, puis d'un autre côté, des acteurs non étatiques, puis de voir à quel point il y avait des visions différentes de l'immigration, puis à quel point ça avait un impact dans leur rôle, puis leur perception qu'ils avaient de ce phénomène-là. Donc, je dirais que c'est là que ça s'est vraiment approfondi, mon intérêt pour cet enjeu-là. Mais étant moi-même immigrante, je dirais que j'ai une sensibilité par rapport à cet enjeu. Donc, mon histoire, c'est pas la même que l'histoire des migrants en Europe, mais je dirais que j'ai vraiment une sensibilité à ce niveau-là. Puis je trouve que toutes les histoires sont uniques, puis tout ce qui est question identitaire, ça vient vraiment me chercher. Donc voilà. Sinon, il y a aussi le fait que, on vit dans un monde qui est globalisé, qui est caractérisé par cette interdépendance des peuples. Puis, le fait, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, l'immigration, de plus en plus, ça devient un sujet chaud dans l'actualité qui est omniprésent dans la sphère publique. On en entend partout, à la radio, des chroniqueurs. Tout le monde a son opinion à dire là-dessus, mais on dirait que ça peut être dangereux aussi d'émettre des commentaires là-dessus sans bien saisir toute la portée de la question. On entend souvent des chefs politiques, des chefs de parti qui proposent des solutions bien simples à cette problématique qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Donc, je dirais que de rester alerte, c'est vraiment... Non, ça, c'est important de s'informer comme il faut. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait ce podcast-là. Pas croire n'importe quoi. Que le monde soit informé. Ben oui. Donc, c'est ça. Je dirais que mon intérêt, il part de là. Non, mais c'est quand même assez intéressant de voir que tu as quand même de l'expérience là-dedans, surtout ton stage. Oui. Tu sais, au cégep. Oui. Je sais pas, c'est... Cégep Garneau. C'est ça, Cégep Garneau, c'était quoi le programme? C'était... là, je pense qu'ils ont changé de nom, mais ça s'appelle Défi du 21e siècle aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de cours de sciences politiques, beaucoup de cours sur les relations internationales. Donc, ça pourrait être... Sciences humaines, genre? Oui, sciences humaines. Donc, une petite pub pour si vous voulez retourner au cégep, les gens, vous pouvez faire ce stage-là au Cégep Garneau. Donc, on va commencer à parler du sujet. Donc, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde un peu là-dessus, peux-tu nous faire une brève présentation du sujet à travers l'actualité qu'il y a en ce moment? Comme justement, tu parlais des politiciens qui apportaient des solutions simples. Oui. Il doit quand même avoir tout un contexte autour de ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. En ce moment, ce qu'on voit beaucoup en Europe, faut juste regarder les dernières élections ou les derniers rassemblements qu'il y a eu. On voit qu'il y a une montée flagrante des partis de droite, voire même d'extrême droite. Puis, ici au Canada, je dirais que ça s'en vient tranquillement, pas l'extrême droite, non, mais on sent que pour les prochaines élections, le gouvernement de
de Justin Trudeau, il perd un peu en force, notamment En effet. en ce qui concerne l'immigration, beaucoup d'incohérences. Puis, Pierre Poilievre, puis son parti, eux, ils offrent des solutions beaucoup plus simples qui viennent vraiment chercher l'électorat. Donc, on voit que les gens veulent se tourner vers d'autres alternatives. Puis, la droite se présente souvent comme une alternative intéressante. En Europe, ce qu'on a vu récemment, c'est les gouvernements en Italie. Giorgia Meloni qui s'est fait élire avec quand même une majorité assez intéressante. Sinon, récemment, il y a eu dans l'actualité des élections en Autriche. Le peuple autrichien a élu le parti d'extrême droite, le FPO, qui est un parti pour la liberté d'Autriche, qui prône la remigration. Donc, ça désigne en fait l'acte de retourner à son domicile d'origine ou précédent après une migration, un migrant. Puis ça, vraiment, ça l'exprime clairement une réticence là, face aux migrants. Puis c'est ça, un des projets du FPO, c'est celui de déchoir de leur nationalité puis d'expulser des Autrichiens d'origine étrangère. Fait que vraiment, là, on le voit que la droite a un rôle très important dans ce qui concerne l'immigration. Ouais, c'est ça. Ben, comme, qu'est-ce que tu me parles? C'est une déportation de masse? Là, Non, dans c'est le fond, ça. là. Puis j'ai l'impression qu'on en entend parler, puis c'est en train de devenir tellement omniprésent dans plusieurs pays que, pas que c'est banalisé, mais j'ai l'impression qu'on aurait entendu ça il y a quelques années, puis ça l'aurait vraiment créé comme un plus gros choc que maintenant. T'sais, on en entend tellement parler dans plusieurs pays que ça vient de devenir comme la norme, en fait, le fait que les partis d'extrême droite proposent des solutions aussi radicales. Ben, c'est ça, mais tu sais, juste comme faire le lien avec le Canada, on n'entend pas parler de ça vraiment ici. Là. Puis c'est parce que nous, on est comme un peu plus progressistes, là, contrairement, en tout cas, à l'Europe et aux États-Unis. Là. Ça doit être à cause de ça, mais c'est vrai que c'est quand même surprenant d'entendre. Là. Non, vraiment. Donc, à ce temps qu'on a fait un petit tour d'actualité, tu pourrais-tu ben ça, on a commencé à définir le terme, justement, de réimmigration, c'est ça? Y en a-tu d'autres termes, justement, que tu pourrais nous expliquer pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus avant de vraiment rentrer dans le sujet? Oui, bien sûr. En fait, quand on parle d'immigration, on entend souvent plusieurs termes, puis c'est difficile de départager lequel qui est comme, entre guillemets, le bon terme ou qu'est-ce qui s'applique à quoi. Fait que souvent, les termes qui sont confondus, c'est immigration régulière, immigration irrégulière, immigration illégale. Puis, on parle beaucoup de crise migratoire aussi, mais c'est important de définir qu'est-ce qui veut dire quoi. Donc, je vais commencer par l'immigration régulière. Donc, ça, c'est une migration qui se produit dans le respect des lois du pays d'origine, de transit, puis de destination. Donc, par exemple, Anthony, tu voyages. Tu pars souvent en voyage, pas tant que ça. Tu viens de découvrir mon plus grand secret. Tu ne voyages pas. Non, Bon. Un des rares, écoute. Bon, ben, quand tu pars en voyage, c'est ça, tu as ton passeport, tu passes par des voies officielles, tu passes un contrôle migratoire. Donc, ça pourrait être une représentation de ce que l'immigration régulière. L'immigration irrégulière, ce qui nous intéresse dans ce cas-ci, c'est la circulation de personnes qui s'effectuent en dehors des lois, des règlements ou des accords internationaux qui régissent l'entrée ou la sortie de l'État d'origine, de transit ou de destination. Donc ça, c'est la définition donnée par le glossaire d'Organisation internationale pour les migrants. Donc, c'est l'immigration qui pose problème, entre guillemets, mais souvent, dans la sphère publique, ce qu'on va entendre, c'est le terme immigration illégale. Aux États-Unis, il y a beaucoup de médias, souvent de droite, qui vont utiliser immigration illégale. Puis ça, c'est très important de faire la distinction. On préfère ne pas l'utiliser parce que c'est un terme qui est très péjoratif. Aussi, l'Organisation internationale pour les migrants utilise le terme entrée irrégulière par opposition à entrée illégale parce que, en fait, les migrants qui sont l'objet d'un trafic illicite ne sont pas passibles de poursuites pénales pour le fait d'avoir fait l'objet d'une contrebande. Le fait de migrer ne les rend pas pour autant illégaux. Un être humain ne peut pas être illégal pour le simple fait de migrer. Donc, c'est pourquoi c'est très important d'établir cette distinction-là entre immigration irrégulière puis immigration illégale. Puis, sinon, le terme crise migratoire, en fait, ça désigne ces flux-là massifs de migrants. C'est souvent très complexe puis à grande échelle. Puis c'est souvent causé aussi par des crises qui impliquent généralement des vulnérabilités importantes pour les individus puis les communautés affectées, puis génèrent des défis colossaux, des défis importants et à long terme en matière de gestion des migrations.
Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'une crise migratoire, pas nécessairement besoin d'être d'un pays à l'autre, mais ça peut aussi se produire à l'intérieur des frontières. Donc, quand on pense souvent à crise migratoire, on pense c'est d'un pays à un autre, ça se fait en traversant des frontières, mais la plupart des migrations, la plupart des crises se déroulent à l'intérieur même d'un pays. Donc, ça, on n'en parle pas souvent là, dans l'actualité, mais... Mais c'est un peu comme des réfugiés, dans le fond. Oui, c'est ça. Ils se déplacent parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est parce que leur vie est menacée. C'est un peu comme on apprend dans l'institution internationale. Oui, exactement. Tu fais des liens avec les cours. Ben oui, c'est ça. C'est important. Là. Ben oui. Donc, je dirais que c'est pas mal ça pour les définitions puis établir les bases pour aujourd'hui. Mais aussi, on parlait que une migration irrégulière, c'est pas synonyme d'illégal. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a des cas où illégal s'applique ou c'est vraiment comme une mauvaise façon d'utiliser le mot? En termes scientifiques, c'est vraiment plus irrégulière. Okay. Illégal, on a souvent plus tendance à l'entendre, comme j'ai dit, mettons, Fox News ou plusieurs médias américains de droite. Donc, dans toute la littérature scientifique que j'ai lue, par rapport à ça, on utilisait toujours le terme irrégulier. OK, donc illégal, c'est pas, ça représente pas vraiment quelque chose. C'est plus une mauvaise façon d'utiliser le terme irrégulier vu qu'il n'est pas dans les lois. Ben là, on dit, vu qu'il n'est pas dans les lois, il est illégal. Mais dans le fond, c'est pas vraiment ça parce qu'il ne va pas nécessairement à l'encontre des lois, c'est ce qui n'est pas dans les lois. Donc, c'est ça. C'est vraiment un terme qui touchy, je dirais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, de tout ce que j'ai lu, tout ce que je me suis renseigné, le terme illégal est un terme qui est péjoratif, puis on essaie de ne pas l'utiliser. OK, good. Donc, maintenant qu'on a défini un peu les termes clés pour vraiment bien comprendre, tu pourrais-tu... comment on pourrait expliquer qu'il y a eu une remontée de la droite, justement, comme là, on parle surtout de l'Europe. Mm-hmm. Pourquoi le monde ils ont une aussi grande adhésion à la droite après l'extrême droite, surtout, après qu'est-ce qu'on a vécu au 20e siècle avec la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi le monde, ils veulent comme se rapprocher de ça? Oui, en fait, en termes d'immigration, je dirais que la montée de la droite, elle s'explique par plusieurs phénomènes, mais je dirais qu'il y a un phénomène clé marquant, ça a été la crise en 2015, la crise migratoire de 2015. Il y a eu beaucoup de pays du monde arabe qui sont entrés en guerre, puis ça a provoqué beaucoup de vagues de migrants qui sont partis de ces pays-là vers l'Europe en quête d'une vie meilleure pour échapper à ces conflits-là. Puis l'Europe a été au début très accueillante de tous ces migrants-là, particulièrement l'Allemagne, qui a été probablement un des pays qui a accueilli le plus de migrants. Ils ont ouvert leurs portes vraiment en voyant tout ce qui se passait dans le monde arabe, puis en voyant les bateaux des migrants chargés de personnes souvent échouées, souvent se noyer en mer. L'Europe a comme ouvert ses frontières. Puis, en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Dans beaucoup de pays, on a vu qu'il y avait par la suite des répercussions. J'ai l'impression que cet accueil des migrants-là, c'est pas fait de la manière la plus efficace. Puis, en ce moment, on est en train de voir les retombées un peu plus négatives de cet accueil-là qui s'est pas fait de la manière la plus efficace possible. Puis, les gens, en ce moment, ce qu'ils font, c'est que ils se tournent plus vers la droite, qui offre des solutions beaucoup plus simples à ce problème-là qui est très complexe. Donc, dans le fond, c'est comme il y a un problème de gestion à la base. Là. Fait que là, ça fait en sorte qu'on on a mal comme intégré les immigrants. Fait que là, la population c'est ça, ça a été comme une trop grosse vague de migrants en même temps. Puis là, certaines personnes, certaines populations vont peut-être se sentir menacées, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Fait qu'ils ont été comme, je sais pas comment dire en français, mais overwhelmed par ce phénomène-là. Puis, je dirais que c'est une des causes de la montée de la droite en ce moment. Donc, est-ce que tu peux nous faire des exemples, justement, dans certains pays, des exemples un peu plus concrets pour qu'on comprenne un petit peu plus qu'est-ce qui se produit au niveau politique plus national avec la droite? Oui, en fait, je vais vous présenter l'analyse de 2 cas concrets où on analyse la montée de l'extrême droite, donc la France et l'Italie.
Donc, en France, cette extrême droite-là est surtout portée par le Rassemblement national, qui est un parti d'extrême droite fondé en 1972 et présidé par Jean-Marie Le Pen. Ensuite, en 2011 jusqu'en 2021, par sa fille Marine Le Pen, puis aujourd'hui par Jordan Bardella, un militant de longue date du parti. Donc, la France, c'est un cas particulier. C'est pas n'importe quelle migration qui pose problème pour le Rassemblement national. C'est particulièrement les migrants arabes. Puis ça puise ses origines surtout dans toute l'historique coloniale de la France. Puis aussi en 2015, avec la crise migratoire, qu'on a eu un grand afflux de migrants provenant des pays arabes. Donc ça, c'est un cas très particulier en France. Puis en fait, à ses fondements, le Rassemblement national avait une politique migratoire très particulière. Donc, Jean-Marie Le Pen, le fondateur, considérait que l'immigration-invasion des millions d'étrangers diluait en fait l'identité requise du peuple français puis qui aggravait dangereusement la criminalité. Donc, on voyait au tout début du Front national qu'il y avait une espèce de xénophobie culturelle dans ce parti-là qui était très évidente. Aujourd'hui, c'est ça, comme je le disais, l'immigration est devenue un sujet amplement débattu. Puis, cette montée de l'extrême droite-là se caractérise par cette facilité qu'ont les partis d'extrême droite de former des coalitions, de rassembler d'autres partis de droite qui défendent des intérêts communs. Donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui parce que c'est tellement devenu un enjeu crucial que les partis vont avoir une plus grande facilité à se rassembler autour d'une même vision concernant l'immigration. Donc, l'immigration, ils n'en veulent pas ou ils veulent la réduire du moins. Fait que c'est beaucoup plus facile de concentrer les forces puis de faire croître le mouvement de droite. Donc, c'est ça s'applique vraiment au Rassemblement national. L'accent est mis sur l'immigration puis le fait qu'elle a contribué à définir une ligne politique beaucoup plus claire en opposant Français et immigrés, puis vraiment en plaçant la nationalité au cœur de la définition de l'identité. Donc, ça l'a permis de rendre, en quelque sorte, le Rassemblement national beaucoup plus fort que ce qu'il ne l'était avant. Aussi, quand on se rend dans le site Internet du Rassemblement national, c'est très intéressant. On peut consulter l'agenda de leurs priorités. Ils ont beaucoup de rubriques. Puis, le thème de l'immigration puis de la sécurité, c'est vraiment des gros livrets. Ouais. Donc, on voit qu'ils concentrent leur plan d'action là-dessus. Puis, le livret intitulé « Contrôler l'immigration » a particulièrement attiré mon attention parce que, en fait, ils ont beaucoup plus de pages, sont beaucoup plus volumineux que n'importe quel autre sujet, comme par exemple le livret sur l'éducation qui fait seulement 16 pages. C'est quand même fou. Fait on a celui sur la sécurité qui fait 22 pages, puis celui sur le contrôle de l'immigration qui fait 46 pages. Fait que ça montre vraiment comme l'importance que le Rassemblement national accorde à la question des migrants, puis à quel point c'est un point central, en fait, dans leur agenda politique. Ouais, c'est ça, surtout quand l'éducation, 16 pages, là, contrairement à 40 pour l'immigration, ça, je pense que les priorités ne sont pas nécessairement mises aux bonnes places. Là. Non, c'est ça. Fait que le fait qu'ils utilisent vraiment l'immigration pour comme faire croître leur mouvement, puis exploiter, c'est ça, la crainte dans les personnes, puis comme se présenter comme étant un parti qui peut tout régler. Fait que je dirais que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que le Rassemblement national, dans les dernières années, dans les derniers mois, il fait vraiment une remontée là, en politique. C'est ça. Puis tu dis que, dans le fond, c'est comme si les autres partis de droite, plus centre-droit, genre, qui sont prêts à faire des compromis. Oui, exactement. Pour qu'il y ait moins d'immigration. Fait que c'est vraiment rendu que toute la droite est contre l'immigration, en quelque sorte. Là, on pourrait dire. C'est vraiment... C'est comme plus... C'est plus polarisé, dans le fond, contrairement à ici, où ce que... même la droite, n'est pas tant contre les immigrants, là, t'sais. Non, c'est ça. Fait que, oui, vraiment, ça fait en sorte qu'on a une droite qui est très forte puis qui se positionne clairement sur un enjeu qui est débattu, tandis qu'ici, on a les libéraux qui ont une vision qui reconnaissent que, OK, ouais, il y a peut-être un problème. Les conservateurs disent, il y a clairement un problème. Nous, on sait ce qu'on veut faire. Puis, t'as le NPD qui a une vision un peu différente. Fait que, c'est beaucoup plus divers ici que là-bas. Fait que, ouais. Mais ça, là-bas, en plus, ils ont plus de partis de droite. C'est comme ici, on a un parti de droite, un plus de centre, puis un de gauche. Fait que ça fait que c'est comme... Ça, nécessairement, dans les partis, il y a plus de compromis que dans des partis comme plus petits, plus ciblés sur un aspect de la droite qui est plus extrême ou non, genre. Exactement.
Ça change vraiment la dynamique. Donc, je pense que tu voulais aussi nous parler de l'Italie. Oui. Avec la nouvelle présidente qu'il y a eu. Ouais. Oui, la présidente Giorgia Meloni. Fait que, en Italie, c'est un cas aussi qui est très particulier. L'Italie, c'est un pays avec un historique assez houleux en ce qui concerne l'adoption de lois visant à restreindre ou du moins à contrôler un peu le flux des migrants. Puis ça s'explique en quelque sorte par sa position géographique. L'Italie, c'est pas seulement... l'Italie n'a pas seulement ses propres frontières, elle a aussi les frontières de l'Union européenne. Parce que l'Italie fait partie de l'espace Schengen, qui est un espace, en fait, qui comporte 29 pays européens qui ont convenu de créer des exigences d'entrée puis de sortie communes pour éviter d'avoir à établir des frontières intérieures. Puis ça permet aux étrangers de voyager un peu plus librement. Donc, Institution internationale. Oui, exactement. Il faut faire des liens. C'est ça. Fait que l'Italie, c'est pas seulement juste ses frontières à elle, elle a aussi les frontières de l'Europe. Fait que ça fait en sorte que souvent, pour les migrants, c'est une destination de choix parce qu'en rentrant en Italie, après ça, ils peuvent se déplacer dans le reste de l'Europe sans grand problème. Par le passé, en 2001, l'Italie a mis en place une série de mesures dont l'objectif était de réformer puis de renforcer le contrôle des frontières pour durcir les conditions d'entrée des travailleurs temporaires. Donc, les lois et les mesures qui ont été mises en place en 2001 pour réguler cette entrée de travailleurs étrangers a été un échec. Pourquoi? Parce qu'en durcissant ces conditions-là, l'Italie s'est retrouvée à un point où la demande pour l'offre et la demande n'étaient plus la même, n'étaient plus sur la même longueur d'onde. Ah non! Fait que là, il s'est retrouvé avec une pénurie de travailleurs. Puis aussi, également, le fait que les exigences d'entrée étaient beaucoup plus strictes, ça a attiré, en fait, beaucoup d'immigration irrégulière. Parce que c'était rendu beaucoup plus attrayant de rentrer illégalement en Italie que de passer par tout ce long processus c'était trop compliqué. Qui avait été mis en place. Donc, déjà là, on avait déjà le défi d'immigration irrégulière. Puis, en 2015, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, on a eu la vague migratoire qui était causée par des guerres interdépendantes, puis notamment des guerres civiles en Libye, en Syrie, puis la guerre en Irak, qui est vraiment venue exacerber toutes ces pressions-là sur l'Italie. Puis c'est venu aussi exacerber les effets négatifs de la gestion incohérente du phénomène par les gouvernements passés qui avaient vraiment ouvert leurs frontières aux migrants sans vraiment structurer puis sans vraiment mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Donc, ça a vraiment conduit à une radicalisation de la rhétorique anti-immigration du centre droit, puis ça a contribué à augmenter l'importance de l'immigration dans le débat public. Donc, ça serait pour le cas de l'Italie. Puis c'est vraiment dans ce contexte-là très tendu, très médiatisé, très politisé que le gouvernement Meloni arrive au pouvoir en 2022. Donc, c'est un peu similaire au Canada, dans le fond. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce que, tu me dis, il y a eu beaucoup d'immigrants qui sont arrivés d'un coup. C'était un peu mal géré. Il a mal prévu ça un peu. Puis c'est un peu, justement, qu'est-ce qui vient de se passer. Donc, qu'est-ce que tu me dis? On pourrait peut-être imaginer qu'il va y avoir comme une radicalisation de l'immigration au Canada si ça suit... Si ça pourrait être comme un cas qui pourrait se répéter, dans le fond, pour nous, là. Oui, c'est ça. Puis on l'observe aussi déjà. Je pense qu'il y a une étude récente, un petit sondage qu'on a fait aux Canadiens par rapport à leur perception à l'immigration. Puis plus récemment, les Canadiens se disaient un peu moins enclins qu'il y a quelques années à l'immigration. Donc, on a vu une espèce de recul de ce côté-là aussi. Ouais, donc, c'est important de bien gérer ça. Parce que si on veut continuer d'en accueillir, justement, parce que sinon, on fait juste se tirer dans le pied si on en accueille trop. Hein. Oui, c'est ça. Puis si on le fait de la mauvaise façon aussi. Ouais, OK. Donc, c'est ça, le gouvernement Meloni qui est arrivé au pouvoir. C'est un parti, pour mettre un peu de contexte autour de tout ça, c'est un parti qui s'est toujours fermement opposé aux différents autres partis élus qui les critiquaient. Puis ça l'a vraiment permis à ce parti-là de se distinguer, de se positionner, puis de se présenter comme une véritable alternative pour incarner le changement. Puis cette popularité s'est développée à travers la présentation de plusieurs programmes, des brochures, un peu comme le Rassemblement national qui présente clairement c'est quoi sa vision quant à l'immigration, des campagnes, beaucoup de débats politiques. Puis c'est là que Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, a consolidé sa présence auprès des électeurs.
en se présentant comme une force proposant des solutions simples et radicales, puis des alternatives à ce que d'autres partis ont proposé par le passé. OK, et puis on voit aussi que le parti est arrivé au pouvoir avec seulement 26% des voix. Oui, ça c'est au début, mais après, ils ont formé des... Ben là, pour qu'un gouvernement puisse être au pouvoir, c'est passé 26%, fait que ils ont formé des coalitions. Avec le système proportionnel, comme on apprend dans démocratie et autoritarisme. Oui, donc pour avoir une espèce de stabilité, on a besoin d'une coalition. J'aime vraiment comme on met en application nos apprentissages des cours c'est dans ce podcast. C'est parfait. C'est vraiment le fun. Donc, avant d'aller en pause, en tout cas, ça avance vite déjà, on aimerait ça vous faire écouter un petit discours justement de cette nouvelle présidente de l'Italie. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est un discours qu'elle a prononcé lors d'un rassemblement du parti espagnol Vox. Donc, elle abordait vraiment l'enjeu migratoire, puis elle présentait ça comme un danger pour l'identité européenne. Donc, on va vous faire écouter ça. C'est en espagnol, mais on va vous traduire ça par la suite. No hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos. No a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Santiago Abascal, para vosotros! Fait que c'est ça, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est vive l'Europe des patriotes, non à l'immigration massive. Donc, vraiment, c'est un discours très nationaliste, puis elle le fait aussi avec un ton aussi très patriotique. Donc, c'est quelque chose qui est très rassembleur, mais en même temps, on voit là, les effets de la radicalisation, puis on voit que c'est des idées qui sont très bien reçues, donc à surveiller. Donc, c'était A priori sur les ondes de chez 94.3. On vous retrouve après la pause. À bientôt. Bonjour tout le monde, bienvenue sur A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis toujours avec Lorena qui nous parle de l'immigration et de la montée de la droite en Europe. Donc, on a parlé un peu de la montée des groupes de droite, surtout avec les cas de la France et de l'Italie. Je sens que le beau discours que vous avez pu entendre tantôt. J'espère que vous n'avez pas trop fait mal aux oreilles. Donc, maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du discours sur l'immigration? C'est quoi qu'il y a eu dans le changement, dans l'extrême droite pour attirer le monde à être, genre, comme un cynisme envers l'immigration, à être contre ça? Oui, ben en fait, le discours, comme tu l'as mentionné, il a changé. Il s'est beaucoup transformé avec le temps. Puis on peut l'observer dans les deux cas, dans le cas du Rassemblement national en France, puis dans le cas de Fratelli d'Italia en Italie. Donc, pour le Rassemblement national, avant qu'il gagne en popularité, en quelque sorte, quand c'était Jean-Marie Le Pen, l'accent était beaucoup mis sur l'immigration, puis le fait que ça avait contribué à définir une ligne politique claire. Donc, on opposait clairement Français et immigrés.
un discours du nous versus eux, un nous versus l'autre. C'était vraiment ça qui était prôné par le parti. Puis à sa fondation, le parti avait, fun fact, une section jeunesse. Donc, le Front national de la jeunesse, qui entretenait des liens étroits avec d'autres organisations étudiantes d'extrême droite. Puis ça a joué un rôle clé dans de nombreuses manifestations d'extrême droite, notamment celles contre le mariage homosexuel. Donc, là, il y a eu un changement à partir du moment où que Marine Le Pen est arrivée à la tête du Rassemblement national. Les dirigeants du Front national de jeunesse ont décidé de, en quelque sorte, nettoyer l'organisation, d'enlever les militants qui étaient considérés comme trop radicaux, conformément à une stratégie de modernisation du Front national. Donc, ce parti-là s'est vraiment transformé, il a évolué pour, en quelque sorte, devenir beaucoup plus acceptable, puis de pouvoir rejoindre une plus grande partie de la population. Donc, ce nettoyage-là a permis à ce parti-là de devenir ce qu'il est aujourd'hui, une grande entreprise politique qui rejoint puis qui attire une quantité d'électeurs au profil assez varié. Donc, je dirais que c'est ça. Puis, le nettoyage que j'ai mentionné plus tôt, en ce moment, l'impact que ça a eu, c'est qu'on a assisté à un changement très clair de la rhétorique de ce parti-là. Les immigrés ne sont plus considérés comme étant la source des problèmes. On va plutôt les victimiser aujourd'hui. On va pas les rendre coupables. On va les, en quelque sorte, les dépeindre comme les victimes de la globalisation, puis les victimes de tous les problèmes qu'il y a en ce moment avec le monde. Donc, ça rend le parti moins radical, puis ça permet de rejoindre un plus grand nombre de personnes, puis ça permet en fait de donner une portée qui est plus large aux idées du parti, puis rejoindre des électeurs qui, au début, ne seraient pas nécessairement enclins à rejoindre un parti aussi radical, parce que, rappelons-le, la radicalisation nous aura montré les ravages en histoire c'est avec clair, Mussolini, faut puis pas oublier, tous les partis radicaux qu'on a eus par le passé. Donc, c'est peut-être pour ça que le public a une espèce de petite réticence à ce niveau-là. Mais en faisant un nettoyage, OK, là, on rend le parti plus attrayant. Là, le parti s'est adapté avec le temps, il s'est ajusté. Puis maintenant, l'immigration, c'est un sujet clé dans l'agenda politique de ce parti. Puis le discours puis les idées ne sont plus vus aussi radicales qu'autrefois. Puis donc, je dirais que c'est notamment pour ça aussi que ce parti d'extrême droite-là a monté en popularité en France. Dans le fond, c'est comme s'il y avait toujours les mêmes finalités. T'sais, ils veulent réduire l'immigration ou complètement la retirer, mais ils ont changé comme le prétexte de pourquoi ils voulaient le faire. Oui, pour se donner un côté un peu plus humain. C'est ça, genre, là, ils disent, l'immigration, les immigrants sont des victimes en venant en France. Genre, je comprends pas trop. Comment tu peux dire que quelqu'un est victime quand il décide de venir dans un autre pays pour améliorer sa vie, mais... Ils seraient victimes, en fait, de tous les problèmes qu'il y a dans leur pays d'origine, tous les problèmes reliés à la globalisation, au fait on tend beaucoup plus vers la mondialisation, tous ces problèmes-là qui caractérisent notre siècle. Les migrants ne seraient pas la cause, comme autrefois, mais maintenant des victimes de tous ces problèmes-là puis de tout ce qui va mal. Je sais pas si c'est plus clair. Donc, OK, je comprends. Donc, dans le fond, on dit que c'est comme une victime de la globalisation, puis de que, dans le fond, c'est comme... Quand on réfléchit un peu, c'est comme les pays pauvres qui ont été rendus pauvres par les pays riches à cause d'un historique de colonisation, mais en disant ça, on propose pas de solution en tant que telle. La seule solution, c'est comme, qu'ils restent chez eux, genre. Oui, exactement. Genre, c'est exactement ça. C'est ça fait comme pas vraiment de sens, je pense. Non, là. Genre, c'est pas vraiment ça la solution, là, mais le monde, ils ont l'air d'être pour ça pareil en France. C'est une stratégie qui fonctionne. Donc, non, c'est ça, une stratégie comme tu disais, justement, les groupes de droite qui cherchent, d'extrême droite qui cherchent à des solutions faciles, dans le fond. Mm-hmm. Genre, ils proposent des solutions faciles à des problèmes complexes, puis le monde nous dit « Ah, OK, c'est correct. » Puis quand tu réfléchis un peu, tu vois que ça marche pas. Tu vois que c'est beaucoup plus complexe que juste une solution en un claquement de doigts. Ah, c'est ça. Sinon,
tu voulais-tu que je te parle un peu de l'Italie? Ouais, mais c'est ça, on peut continuer. Oui. C'est assez intéressant de l'Italie, là, justement. Là. C'est ça, l'Italie, comme j'ai mentionné tantôt, c'est très complexe parce que elle a pas seulement ses frontières à elle à gérer, elle a aussi les frontières externes de l'Union européenne. Donc, avant qu'il arrive au pouvoir, en fait, dès 2017, le parti Fratelli d'Italia a déposé les Tesi di Trieste per il Movimento dei Patrioti. Donc, en traduction, les thèses de Trieste pour le mouvement des patriotes. Puis, c'est un gros document qui explique, en fait, la crise profonde que les pays européens connaissent en ce moment, puis qui lie cette crise à l'affaiblissement des identités nationales. Donc, la principale cause de cet affaiblissement serait un multiculturalisme abstrait qui conduirait à une espèce de règle, une espèce d'accès aveugle puis incontrôlé des personnes en provenance d'autres continents, puis qui conduirait à un remplacement ethnique. Donc, en 2017, le discours est clair, les migrants sont un danger parce qu'ils porteraient atteinte à notre identité nationale. Donc ça, c'est avec ce discours-là que Fratelli d'Italia se fait vraiment connaître. Donc, c'est ça. Donc, l'immigration était un danger à combattre pour éviter cette perte identitaire puis le remplacement ethnique. Après l'arrivée au pouvoir, on peut vraiment noter une espèce de changement dans le discours. Mélanie va reconnaître que l'Italie a besoin des migrants. Donc, dans une entrevue qu'elle a donnée, elle a dit que la démographie était terrible, que les décès étaient plus nombreux que les naissances. Nous sommes voués à l'extinction en tant que peuple. L'une des priorités de mon parti a toujours été le plan de soutien aux familles, mais il faut qu'on fasse un demi-tour parce que, malheureusement, ce plan-là ne portera pas ses fruits avant plusieurs décennies. À l'heure actuelle, l'Italie a besoin d'un quota d'immigration, puis personne ne l'a jamais nié. Mais ça, comme que je peux vous l'avoir mentionné tantôt, c'est vraiment comme une incohérence qu'on voit là, avec le discours qu'il y avait avant l'élection de ce parti-là, puis après. Donc, on voit que les positions de Mélanie sont devenues beaucoup plus modérées avec le temps. Puis, donc, c'est vraiment ce que je remarque là, quand on regarde les discours de avant versus après. Puis, sinon aussi, l'Italie, la façon qu'elle entend gérer ses problèmes d'immigration, c'est beaucoup avec des partenariats avec des pays en Afrique pour diminuer les facteurs de répulsion. Donc, en reprenant aussi la même vision que la France a là, il faudrait plutôt comme régler les problèmes des pays à l'interne plutôt que d'accepter de recevoir des migrants. Donc, ça serait leur réponse à l'immigration. Donc, aussi, en quelque sorte, ils se montrent beaucoup moins radicaux avec ce discours-là, puis ça permet aussi de rejoindre des électeurs qui ne veulent pas non plus s'associer à un mouvement comme le fascisme. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment aider le développement des pays en Afrique après avoir dit ça? Bien, il y a eu beaucoup de rencontres qui se sont faites. La présidente s'est rencontrée avec notamment le gouvernement en Albanie, puis aussi des gouvernements en Afrique, pour mettre de l'avant des plans de développement pour ces pays-là, puis pour accompagner leur développement économique puis social, puis réduire les départs à moyen terme de ces pays-là. Mais toutes ces rencontres-là se sont pas vraiment... ils n'ont pas vraiment abouti à quelque chose de concret. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'était de, en fait, présenter les objectifs du plan, puis définir c'était quoi les choses qu'ils devaient faire, mais ils n'ont pas donné de précision sur aucune modalité spécifique de telles ententes. Donc, est-ce que ça serait des mots en l'air? Ça pourrait être un sujet à discussion. En fond, ils le disent, mais on ne sait pas s'ils vont le faire. Là. Non, c'est ça. Puis aussi, plusieurs gouvernements africains, c'est connu. Il y a des problèmes de corruption, des problèmes aussi. Certains gouvernements africains sont peut-être pas nécessairement dans la bonne posture politique ou financière d'entreprendre de tels programmes. Donc, là aussi, il y a une question à savoir, même s'il y a un partenariat avec ces pays-là, est-ce que ça serait efficace? Donc, ça serait une question intéressante à exploiter. Ouais, on pourra suivre s'ils réussissent peut-être à faire quelque chose avec ça plus tard. Ouais. L'avenir nous le dira. Donc, justement, tu nous dis qu'ils ont fait des promesses, ils ont porté des discours de vraiment réduction de l'immigration. Puis ça, comme on a pu voir, l'Italie, ben, il y avait besoin d'immigrants pour équilibrer l'offre et la demande de travail. Donc là, on voit qu'ils n'ont pas pu appliquer autant qu'ils voulaient
leur politique anti-migrante. Mais est-ce qu'ils réussissent quand même à le faire à un certain point? Tu sais, ça va jusqu'à où? Puis surtout avec le cas de l'Italie, justement, comment ça se passe, là? Ben, en Italie, vraiment, ce qui a suscité des réactions, c'est dès que Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir, ce qu'elle a fait souvent, c'est de rendre les sauvetages en mer beaucoup plus difficiles. Donc, il imposait des restrictions pour les navires, comme Médecins sans frontières que j'avais mentionné tout à l'heure, pour rendre les sauvetages en mer beaucoup plus limités. Donc ça a vraiment été critiqué parce que même si tu réduis la capacité des ONG à effectuer ces sauvetages-là, il va toujours avoir des migrants qui vont quand même réussir à quitter leur pays. Puis venir ici, tout ce que ça fait, c'est augmenter les morts des gens. Ouais, c'est ça. Fait que, au niveau de l'effectivité, oui, ils ont reporté moins d'arrivées par des voies officielles, mais encore une fois, est-ce qu'il y a une façon de contourner ces voies-là? C'est toujours une possibilité. Même comme aux États-Unis, même si tu construis un mur, les immigrants vont toujours trouver une façon de ne pas passer par là. S'ils veulent vraiment rentrer, ils vont trouver un autre moyen. C'est ce qui va être plus dangereux. Fait qu'on met peut-être plus de vies en danger. On dirait, tu sais, justement, la solution, ça serait peut-être juste de mieux encadrer ça, là. Exactement. Fait que c'est juste, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus une façade, puis c'est des mesures pour donner l'impression que, OK, on fait quelque chose. Fait que c'est l'Italie, ce gouvernement-là, s'est fait élire en promettant une solution ferme puis résolue à ce problème-là. Une solution assez radicale qui, comme le blocus naval que je parlais tantôt, la fermeture des ports, la limitation de la protection temporaire pour des raisons humanitaires, puis des restrictions à l'arrivée des citoyens de pays musulmans. Donc, c'est vraiment des mesures que le gouvernement Meloni a mis de l'avant, mais une fois au pouvoir, il semblerait que cette attitude anti-migration, autrefois omniprésente dans les discours de Mme Meloni, se soit modérée. Puis, en pratique, on ne sent pas vraiment de véritable rupture avec les politiques migratoires prises par les gouvernements de gauche ou de droite des 20 dernières années en Italie, mais plutôt une espèce de continuité. Donc, malgré le fait qu'elle s'est fait élire en promettant beaucoup de choses, quand on observe les faits, les politiques migratoires italiennes sont pas mal toujours les mêmes. On est encore avec les mêmes problèmes que plusieurs années auparavant. Puis aussi, il faut rappeler le fait que l'Italie ne peut pas juste faire ce qu'elle veut. Elle est membre de plusieurs conventions puis signataire de traités humanitaires, dont la Convention de Genève. Donc, l'Italie ne peut pas décider de changer du tout ses politiques migratoires parce qu'elle est membre de l'Union européenne. Puis l'Union européenne a des engagements en termes migratoires. Donc, rendu là, est-ce que Giorgia Meloni peut mettre en application ou mettre en œuvre toutes ces politiques qu'elle avait promises? Pas vraiment. Donc ça serait ma réponse. Ben dans le fond, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que c'est comme le cas classique du parti extrême, autant de gauche ou de droite, qui fait des promesses de vraiment changer le monde, puis tout, puis on va être bien après, mais qu'on voit qu'il y a comme un cadre juridique qui est déjà établi. Ouais. Il y a déjà comme un contexte économique, puis tout, qui fait en sorte que, tu sais, comme tu dis, souvent, ça n'a rien changé. Là. L'immigration, c'est resté pareil, puis on est resté avec les mêmes problèmes. C'est juste que c'est pas les mêmes personnes, puis c'était pas les mêmes intentions au départ. En tout cas, on peut supposer. Si leurs intentions reflétaient vraiment ce qu'ils disaient. Ouais. Des fois, c'est pas tout le temps ça. Des fois, c'est dit juste pour être élu. Puis là, peut-être que dans le fond, il y a juste un autre qui va promettre la même chose, qui va dire, ben elle l'a pas fait, moi je vais le faire. Puis finalement, ça va faire comme un cercle vicieux, on dirait. Oui, c'est ça. Ils ont été portés vraiment par une espèce de désir de changement. Puis une fois confrontés à la réalité, ils se sont rendus compte que, OK, comme tu l'as mentionné, on a un cadre juridique à respecter. On a on est signataire de traités, de conventions. On peut pas juste faire ce qu'on veut. Fait que, oui, définitivement. Est-ce que les propos sont allés beaucoup plus loin que les actes? Ça pourrait être... ouais, c'est ça. pourrait être ça. Comme on peut voir, surtout dans un cours de communication politique là, que j'ai fait personnellement, je vous le conseille, c'est communication publique et médiatisation du politique. On voit que vraiment les politiciens puis les partis, ils disent... c'est vraiment, il y a une stratégie comme marketing, vraiment, avec on va chercher du monde qui pourrait aimer qu'est-ce qu'on va dire. Ouais. Puis c'est vraiment pensé sur le court terme.
sais, on va pas... tu sais, on veut gagner, puis on va surtout... tu sais, puis c'est pas grave que ça arrive après, parce que l'important, c'est rendu juste avant les élections, que là, le monde, ils vont vraiment comme penser à leur vote, puis se faire une idée du parti. Tu sais, les 3 dernières années, ils servent à rien complètement, là. Non, c'est Donc, ça, c'est créer une onde choc, avoir des discours qui sont clairs, qui sont forts, puis justement, l'immigration, c'est tellement un enjeu chaud que puis ça préoccupe aussi les gens. Fait que le fait de savoir exploiter cette peur, puis de pouvoir rassembler les personnes autour de cet enjeu-là, ben ça l'explique aussi cette montée-là des gouvernements de droite puis d'extrême droite, là. c'est même quand cette peur n'est pas nécessairement fondée, c'est juste qu'elle est plus publicisée, justement. Oui, ça joue un rôle aussi. Justement, je trouvais ça intéressant dans mon cours, justement, que je parle encore, là, puisqu'on a un petit peu plus de temps. Il y avait un sondage qui a été fait auprès des Américains puis qui demandait le terrorisme est un problème de quelle importance, contrairement à d'autres types de meurtres ou de causes de mort. Ouais. Puis on voyait que la peur d'être tué par un attentat terroriste que par d'autres causes était vraiment disproportionnée contrairement aux faits. Mhm. Ça arrivait pas souvent, là, que les attentats terroristes, là, ça arrive pas souvent, là, pas beaucoup de chances que tu sois tué par un là-dedans. Là. Non. Mais le monde avait beaucoup plus peur de ça parce qu'il en entendait beaucoup plus parler que tous les autres types d'accidents. Genre comme les accidents, justement, les accidents aussi banals que les accidents routiers, là, qui ont bien plus de chances d'être arrivés. Ou genre juste être malade, genre, ou avoir le cancer, justement. Donc je pense que on peut faire un lien justement avec l'immigration, que je pense que c'est quand même vraiment disproportionné. Puis justement, les partis s'en servent pour avoir une Gagner des adhésion. votes, oui. C'est tellement médiatisé que c'est impossible de ne pas se faire une idée sur le sujet. Puis, comme tu l'as mentionné, en émettant des propos qui sont forts puis qui viennent rassembleurs, même si on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire, même si c'est à court terme, c'est ça qui fait gagner des votes. Puis, à un moment-là, c'est ça qui fait gagner le parti. Fait que oui, tout à fait. C'est ça. Des réflexions à propos de la politique, mais là, c'est l'esprit biaprice qui fait plein d'esprit de synthèse. Là, mais on va continuer avec le sujet. Donc, justement, là, je pense qu'on peut faire on peut voir quand même qu'il y a des similarités avec le Canada là, par rapport à l'immigration. Tu sais, c'est ce qu'on n'est pas au même état. Là, on est comme plus, justement, on est encore plus accueillant envers les immigrants au Canada, contrairement à la France ou à l'Italie. Mais tu sais, justement, on a pu voir des similarités avec le fait qu'il y ait comme une mauvaise gestion des immigrants. Puis justement, que, tu sais, comme on a pu voir, il y avait eu l'affaire du chemin Roxham. Là. Oui. On disait, faut le fermer, là, comme ça les immigrants ils rentreront plus. Mais comme tu dis, finalement, on s'est rendu compte qu'ils sont rentrés par d'autres moyens. C'est juste qu'on ne sait pas. On sait pas ils sont rentrés par où. Non, c'est ça. C'est que c'est moins. Fait que dans le fond, c'est moins bon parce qu'on c'est moins répertorié par les autorités, justement. Exactement. Ces immigrants-là. Donc, puis c'était prévisible, là, justement. Mais comme on dit, ça a été mis dans les médias, puis les partis politiques ont essayé de dire ah ben moi j'ai fait ça, là, j'ai réussi. Puis, ouais. non, ça change rien. Ça change juste comment le public les voit. Dans Exactement. Le fond. Mais c'est ça, au Canada, est-ce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y aurait des similarités? Quel est le discours, en fait, sur l'immigration au Canada? Bien, en ce moment, ce qu'on entend beaucoup dans les nouvelles, c'est la crise du logement. La crise du logement, c'est un phénomène qui est très problématique en ce moment. Puis, on critique beaucoup le gouvernement Trudeau d'avoir prôné, en fait, l'accueil massif de migrants, puis d'aujourd'hui, de ne pas être capable de gérer cet accueil. Je pense que récemment, lui-même, le gouvernement Trudeau a dû reconnaître que en fait, l'immigration avait un rôle à jouer dans la crise du logement. Donc, les conservateurs, de l'autre côté, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un lien étroit puis clair entre l'immigration puis la crise du logement. On avait entendu le député Pierre Poilievre dire ce sont des mathématiques très simples. Si tu as plus de familles qui entrent que de maisons pour elles, ben ça va faire augmenter le prix des logements.
Donc ça, c'est ce qu'il a dit récemment dans une allocution à Winnipeg. Mais là, on pourrait se poser la question. Le discours, en somme, il demeure assez modéré, mais je dirais que la manière dont les partis se servent de l'immigration va définitivement avoir un impact sur la perception de cette migration-là au Canada, qui est un pays qui a un historique quand même, rappelons-le, assez accueillant pour les migrants. Donc, depuis toujours, le Canada s'est positionné comme un pays très multiculturel. Ouais, très accueillant à l'international. À chaque fois qu'on voit des caricatures du Canada, tu sais, dans des séries ou dans quelque chose, c'est tout le temps le gentil qui est fin avec tout le monde à côté des États-Unis qui a plein d'ennemis puis personne l'aime, là, dans le fond. Là. C'est un peu le contraste. Là. Tu vois Justin Trudeau en train de serrer la main à des diplomates habillés en habits traditionnels, puis vraiment, il représente cette image-là que le Canada est un pays extrêmement accueillant, mais vraiment, avec la crise du logement, on sent des pressions sur le gouvernement, puis sur les partis aussi pour se positionner à ce niveau-là. Donc, mais rappelons-le que la crise du logement, en fait, c'est pas seulement, oui, l'immigration a eu un rôle à jouer, mais les facteurs qui ont eu une influence sur le marché immobilier, c'est surtout les taux d'intérêt élevés puis l'augmentation des coûts de construction. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que les partis politiques instrumentalisent pas plutôt cette immigration-là pour parvenir à leur fin? C'est ça, une sorte... mais comme en Europe, dans le fond, ils se servent de l'immigration. Ils trouvent un contexte pour comme leurs besoins, leurs intentions réelles pour que le monde ait comme une plus grande adhésion. Justement, c'est comme le discours de Pierre Poilievre sont des mathématiques simples. Si tu as plus de demandes que d'offres, mais là, les prix vont monter. Mais il y a un contexte là, en arrière, je pense. Là, c'est simple. C'est un raisonnement simple, justement, qui va aller chercher du monde. Je pense que juste nous, là, je pense que si on n'était pas au courant de tout. Tu essaies de te mettre dans la peau de quelqu'un qui justement, c'est surtout ça le monde qui vise. Qui n'est pas très informé ou qui cherche pas plus loin que qu'est-ce qu'il entend. Fait que ça peut être facile de tomber aussi dans ces discours-là, puis d'adhérer à ces idées-là aussi, si on se remet pas en question. Là. Mais c'est ça, comme ils visent surtout ce type de personnes-là, les partis conservateurs, c'est comme la classe moyenne qui travaille pour son pain et qui mérite la récompense après son travail. Tu peux imaginer la personne qui se dit, qui écoute ça, là, qui est pas au courant. Mais là, tu te dis, ben là, fait que là, moi, ça me coûte plus cher parce qu'il y a plus de monde, parce que c'est facile à faire comprendre ça. Mais quand t'expliques pas tout ce qui se passe avant, le fait que pourquoi... il y a aussi une part du gouvernement de pourquoi il y a eu un manque d'investissement dans du logement avant. Ouais. Qui n'a pas été dit. Pourquoi il y a eu des investissements dans d'autres choses. Parce que c'est vraiment... c'est une réflexion. C'est ça, un sujet très réflexif. Je pense que on peut divaguer assez loin. J'essaie de rester dans le sujet. Donc... je pense que c'était ça pour le Canada. Moi, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est ça. C'est vraiment ça pour le Canada. Donc, encore une fois, on note que c'est beaucoup plus modéré qu'en Europe, mais quand même, on sent que ça a des répercussions ici aussi, là, la question migratoire, puis les mouvements de gauche puis de droite. Donc, on va passer maintenant à une petite conclusion. Le temps file déjà. Il nous reste à peu près 2-3 minutes pour parler de notre sujet assez intéressant. Donc, Lorena, qu'est-ce que tu dirais pour conclure là-dessus? C'est quoi notre perspective d'avenir? Justement, on a parlé du Canada. Qu'est-ce qui pourrait arriver en Europe? Puis, on a aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi les États-Unis. Je pense que c'est un acteur qui est assez grand là-dedans, qui joue quand même un grand rôle. Donc, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bien, c'est ça. Ce qu'on a vu avec les cas de Fratelli d'Italia puis le parti en France, c'est que il y a beaucoup de contradictions entre ce qui est dit puis ce qui est fait en pratique. Donc, souvent, c'est ça, les gouvernements, ils vont se positionner avec un discours ferme, avec des idées très claires. OK, nous, on va faire ça pour régler ce problème-là. Mais en pratique, quand ils arrivent au pouvoir, c'est pas du tout ça qui se passe. Ils sont confrontés à un enjeu qui est beaucoup trop complexe pour qu'on soit capable d'apporter des mesures effectives en peu de temps, puis simples, comme le prône la droite. Donc, on se retrouve avec un résultat. Les partis se font élire en promettant des choses, mais une fois au pouvoir, il
ils se voient confrontés à la réalité, puis peuvent pas mettre de l'avant le programme qu'ils avaient présenté. Donc, on a souvent une très mauvaise compréhension de l'enjeu à la base, qui va mener inévitablement à un échec de la mise en application de ces politiques-là. Donc, aussi, cette montée de la droite, en fait, elle s'illustre par l'habilité de se servir de ces enjeux clés, puis de graviter vraiment autour de cet enjeu en promettant ce que les gouvernements de gauche puis de droite, par le passé, n'ont jamais réussi à en faire, en promettant des solutions simples pour régler, en fait, ces problèmes-là. On arrive à séduire les électeurs déçus avec des discours qui sont poignants, comme celui que vous avez entendu tout à l'heure là, de Mme Meloni. Personnellement, c'est venu me chercher parce que on le voyait, elle parlait fort avec de l'émotion, ça faisait appel au patriotisme. Puis, on sentait que les gens adhéraient, les gens qui étaient déçus, les gens qui avaient été pendant des années, peut-être qui votaient de gauche ou de droite, mais là, qui se réalliaient derrière ce nouveau mouvement-là pour le changement. Donc, aussi, sont très bons dans les discours pour donner cette impression-là que l'identité des électeurs français et italien est compromise puis qu'elle est en danger. Puis ça, c'est quelque chose qui vient chercher des cordes sensibles chez les électeurs. Donc, c'est comme une espèce d'amalgame de frustration puis d'une situation qui devient très médiatisée, puis ça fait juste comme une espèce de... Je sais pas comment l'expliquer, là, mais une situation parfaite pour que la droite émerge. Ah, mais c'est ça, c'est aller chercher le monde par les émotions avec en créant justement, parce qu'il crée un contexte de dire que les immigrants, il en faut pas, puis après ça, tu dis, tu vas y chercher à cause de ça, même si c'est pas nécessairement qu'est-ce qui serait bien pour ta population. C'est un mix gagnant. C'est ça. Donc, merci d'être venu à notre épisode, Lorena. C'était vraiment le fun de parler de ce sujet-là, quand même assez intéressant. Donc, c'était A priori sur les ondes de Chiz 94.3. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode.